Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast de ceux qui donnent vie à leurs idées. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Soledad, une illustratrice vivant à Paris. Vous la connaissez sûrement grâce à ses illustrations hebdomadaires dans le magazine Elle. Cet épisode est donc l'occasion de l'écouter nous parler de son univers, ses inspirations et de ses projets. Dans la carte blanche, Soledad donne un conseil à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le dessin. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com pour obtenir l'illustration réalisée par notre invité. Niam 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 niam. Bonjour Soledad, du coup, merci d'avoir accepté de faire cet enregistrement avec moi. Bonjour Arthur, je suis ravie que tu sois là, que tu sois monté de Vendée pour me voir. Oui, c'est vrai que là on est à Paris. On est à Paris, il fait beau, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours ? J'avais noté, comment devient-on Soledad Bravi ? Oh là, je sais pas. Déjà pour moi, je suis pas. Si, je suis Soledad Bravi, mais parce que je suis une maman, mais je suis comme tout le monde. Donc je me vois pas comme J'ai l'impression là que tu parles d'une entité à part, pour moi, c'est le cas. comme un personnage de bande dessinée en fait. En fait, ma mère dessinait à la maison parce qu'elle était illustratrice pour enfants. Donc du coup, nous, on dessinait aussi à la maison. Et on faisait pas du tout nos devoirs. Du coup, quand on a commencé à faire des études, il nous restait que le dessin, voilà. Et on avait beaucoup d'imagination, donc ça nous allait bien. Donc j'ai fait une école d'art graphique qui s'appelle Penningen-les-Sagues. Okay. Ensuite, je suis rentrée dans la pub. Ça m'a pas beaucoup plu, mais j'ai appris un truc qui était essentiel pour mon travail, c'est le concept que j'ai gardé, pour tous les travaux que je fais, toutes les commandes, j'utilise ça tout le temps. Et voilà, je me considère plus comme une illustratrice ou une graphiste que comme Soledad. Voilà. D'accord. Non, c'était vraiment une question de... du coup, tu l'as dit très bien d'ailleurs. Comment est-ce qu'on devient... pas incontournable, mais quand même. Enfin, t'es présente, t'es connue mondialement, t'es presque une marque en fait, proprement... Enfin, pas vraiment, mais... Un peu quand même. Heureusement que je vois pas ce que tu dis, parce que je pense que sinon j'arriverais pas à travailler. Ouais, c'est ça en fait, ça met une pression. Parce que quand on est tout seul dans son bureau, parce que je travaille seule chez moi, je suis flippée de pas savoir quand j'ai... D'abord, est-ce que je vais avoir une commande, évidemment. Mais après, quand il y a la commande, il y a de temps en temps, ça arrive tout seul, l'idée. Et puis parfois, non. Et cette angoisse-là, que tu t'appelles Machibouzou, que tu sois super connu, elle est toujours là, l'angoisse. Donc, en fait, le fait, en plus de me rajouter le fait que je suis machin... comment machin n'y arrive-t-elle pas ? Donc je préfère être quelqu'un de normal, et c'est normal quand j'y arrive pas, et donc il faut que je cherche un peu plus. Ok. En plus, quand on t'appelle, du coup, on t'appelle pour ta personnalité, ton univers créatif. C'est peut-être ce que je voulais dire, mais maladroitement, c'est on t'appelle pour du Soledad, entre guillemets. Enfin, c'est toi et pas une autre, parce qu'on veut ce style-là qui correspond à une... Ouais, oui, ça c'est un... Voilà, mais le style, c'est quelque chose qu'on n'acquiert pas tout de suite. On le peaufine, on va dire. En fait, quand j'étais à Penningen, je dessinais mes copains d'école. Okay. Donc c'est là où ils m'ont tous dit « Ah, c'est trop bien, c'est super !» Et donc ça m'a donné confiance en moi et j'ai continué là-dedans. Donc c'est pour ça, tous mes petits personnages, ça vient de cette époque-là. Mais évidemment, avec le dessin puis la maturité, j'ai peaufiné tout ça pour en faire ma vraie personnalité cachée derrière. Et puis après, pour tout ce qui est des grandes filles à talons, aiguilles et autres, ça c'est grâce au L. Okay. En fait, au L, je travaillais avec mon frère qui était le directeur artistique du L. Okay. Santiago, bonjour. Et c'est avec lui qu'on a créé ces personnages, et évidemment grâce au texte de Sophie Fontanelle, qui était le courrier électronique à l'époque, où Sophie décrivait des femmes toutes les semaines complètement excentriques, super à la mode, déjantées. Et donc j'ai créé cette espèce de personnage avec des longues jambes qui n'en finissent pas, ultra maigres limite, mais en fait elles sont ni maigres ni machin, elles sont juste démesurées et super branchées. Et donc je me tapais tous les défilés pour être le plus à la mode possible. Voilà. Quand tu parles comme ça me fait penser à Margot Motin. Ah, c'est vrai. Bonjour Margot. Je sais pas si elle nous écoute, mais... Bonjour Paco aussi, j'en profite. Oui. Oui. C'est vrai que oui, elle est très... oui, elle est un peu comme ça, c'est vrai.
C'est un peu J'adore le Margot. même parcours, un peu genre une évolution avec de la mode aussi, des petits personnages qu'on reconnaît directement, Ouais, il y a un amour pour le Pays Basque. Ouais, non, c'est vrai. Bah, c'est que en fait, c'est vachement agréable de réussir à dessiner et de mettre sa personnalité derrière, en fait, d'être planqué derrière le dessin et de pouvoir mettre son dessin partout. Mais je me reconnais, en fait, même dans la fille qui va dire, je sais pas quoi, je suis dingue de Frest Agada et elle est hyper snob et elle le dit avec un ton un peu à gifler. Bah, il en demeure pas moins que ça me fait marrer de garder quelque part une âme d'enfant, même quand, soi-disant, on n'a plus l'âge. Voilà. Bon, il n'y a pas d'âge. Oui, mais C'est oui, comme non, c'est mais Lego, non? De 7 à 77 ans, un oui, truc voilà, comme ça. mais c'est Tintin. Mais c'est vrai que c'est ce côté-là, peut-être un tout petit peu. Là, j'ai pris cet exemple-là, mais en fait, j'aime bien tous les côtés décalés et me retrouver derrière, en fait. Ok. C'est vrai que du coup, c'est toi sans être toi, le dessin de. Ouais. Et pour autant, ça traduit une ambiance générale où les gens peuvent se reconnaître facilement dans les dessins. C'est vraiment un truc très bizarre parce que quand on fait nos dessins, j'ai vachement roulé des airs, ça faisait rigolo. Quand on fait son dessin, on s'imagine que soi. Tu vois, Oui. je vais faire la nana déjantée, puis je vais lui faire dire une phrase rigolote. Et quand tout d'un coup, je me retrouve dans des signatures et les gens viennent me voir en me disant « Oh, mais c'est dingue, vos dessins, c'est tellement moi !» Et en fait, c'est un truc, je ne le comprends pas. Voilà. Est-ce que tu vas pas penser à eux pour le. Bah Ouais, non, tu vois, je pense qu'à moi, évidemment. Non, mais... À ce moment-là précis, oui, je suis complètement dans l'ambiance ou dans l'article que je suis en train de dessiner ou je sais pas quoi, ou la couverture ou peu importe. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de n'être que moi à ce moment-là. Voilà. Et je ne me dis pas, il faut que je fasse un dessin universel. Non, bien sûr que non. Et voilà. Non, Voilà. Parce que du coup, ça me fait penser. J'aime bien faire des digressions dans le podcast. Oui. Mais justement, ce moment intime, où là, là, on est dans ton atelier, où tu es toute seule, passer de ce moment-là où tu t'accouches en fait d'un personnage, et le moment où il y a des conventions, où tu te retrouves avec beaucoup de monde en face, comment on le vit déjà Alors justement, je me répète, je suis seule dans mon bureau. Donc en fait, tout d'un coup, quand on va dans les signatures et que les gens viennent vous voir, on est hyper heureux parce qu'on partage en fait les bouquins qu'on a sortis et on a un retour. Voilà, c'est-à-dire que je peux avoir évidemment le retour à la fin de l'année pour savoir combien j'en ai vendu. Donc évidemment, c'est cool, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction qu'ont eu les gens chez eux, dans les familles. Et c'est vrai que souvent, moi, je me retrouve avec des parents parce que je fais beaucoup de livres pour enfants. Oui. Et en fait, ils me disent, nos enfants ont grandi avec vos livres. Et c'est ultra émouvant, c'est-à-dire que je fais partie de la famille. J'en ai même la chair de poule là. Voilà, c'est hyper touchant. Donc j'adore faire des signatures pour ça. C'est vrai. Et t'as quelqu'un, un garde-fou, je sais pas qu'on appelle ça, qui donne son avis sur ton dessin. Est-ce que tu fais un filtre avant de le donner, de l'envoyer à la presse ou des choses comme ça? Ça dépend. En fait, il y en a certains où pour moi, où tout d'un coup, hop, c'est évident. Et quand j'ai un doute, j'envoie mes filles aux États-Unis. Donc c'est un peu long parce que évidemment, on n'a pas les mêmes horaires, donc il faut que j'attende. Évidemment, mon mari. Et puis après, si ça doit être plus, voilà, je peux l'envoyer à des copines illustratrices et voilà. Mais c'est plutôt mes filles parce qu'elles vont rien me laisser passer. En plus, elles ont dû grandir en même temps que ton dessin, donc elles savent vraiment. Elles savent, et puis voilà, puis elles tranchent et disent voilà. Donc parfois, je le mets sur notre compte WhatsApp, le groupe, et tout le monde vote. Intéressant. Oui, voilà. Ok. Sinon, au-delà de ça, au-delà de l'édition, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de collaborations. C'est d'ailleurs à ce moment-là, je t'avais contacté pour. T'étais à Séoul au moment où tu étais en flagship, je sais pas qu'on appelle ça. Et je trouve ça très drôle. D'ailleurs, c'est la première chose que je t'ai dit en rentrant presque. C'est que tu avais photographié le bureau qu'ils avaient reproduit du tien. Et c'est vrai que là, j'y suis. Et oui, c'est presque pareil. Mais c'est. Alors, pour les collaborations, ça a commencé avec
la boutique Colette à Paris. C'est Sarah, donc la fille de Colette, qui m'invitait à faire des dessins sur des produits et des marques qui venaient la voir elle. Et elle choisissait en fait dans son cheptel d'artistes quel artiste convenait le mieux pour tel ou tel produit. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, j'ai rencontré Pierre Hermé parce que j'avais dessiné en fait une recette de son gâteau au chocolat qui était super bonne. Et j'allais la publier dans un bouquin, donc je lui ai demandé l'autorisation. Il a tellement aimé qu'il a voulu en faire sa carte de vœux. Et ensuite, on a travaillé ensemble et j'ai fait les boîtes de ses macarons incontournables et j'ai encore des trucs avec lui. Et voilà, mais parce qu'il y a il y a un vrai respect chacun de notre travail. Bon, moi beaucoup plus parce que quand même j'admire ses gâteaux et voilà. En fait, c'est pas trop dur justement de devoir goûter à chaque fois les... Et j'ai fait un bouquin de pâtisserie avec lui et c'était mais quel merveilleux souvenir. J'étais super triste après 2 mois où j'étais tout le temps dans sa cuisine à goûter tous les gâteaux, à devoir partir parce que c'est vraiment magique. J'adore regarder un gâteau qui se construit, mais c'est un truc depuis que je suis petite. J'adore faire des gâteaux. Avant, ils étaient super ratés. Maintenant, grâce à Pierre, je touche beaucoup plus. Mais ouais, c'est un vrai partage, un vrai bonheur, quoi. De voir gonfler dans le four, là, ouais, et puis la crème montée et tout. Puis en plus, Pierre Hermé, c'est sublime ce qu'ils font. Donc il y a un côté artistique poussé à l'extrême entre la beauté du gâteau et le goût poussé pour qu'il soit le meilleur possible, le meilleur. On va simplifier. Hein. Donc voilà les collaborations. Alors après avec le L c'est différent parce que le L ça fait depuis les années 2000 que je bosse pour eux. Donc ça fait quand même un bout de temps. Et quelque part je suis, j'ai un peu le mot, mais il y a un côté un peu ambassadrice du magazine quand même. Et donc je travaille pour la marque L, en tout cas en Asie. Et grâce à ça, j'ai fait un tour de l'Asie. J'ai fait 4 pays différents. Et le comportement des Asiatiques n'a rien à voir avec celui des Français. En France, en Asie, on vous respecte énormément. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, c'est un honneur pour eux que je vienne les voir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce qui se passe en France. Et donc, voilà, c'est un voyage qui est incroyable parce que quelque part, j'y allais comme un peu une star. Voilà, donc c'était assez décalé, surtout par rapport à ma personnalité. Donc c'était un peu étrange avec un traducteur qui était là derrière moi à tout traduire. Donc, et puis surtout, j'ai l'habitude quand je parle d'être assez humoristique et d'avoir mes blagues qui sont traduites et les gens rient avec 5 minutes de décalage à cause de la traduction. C'est assez étrange en fait. Et voilà, donc ça c'est magique. Ouais, j'imagine bien la scène décalage. C'est très drôle, ouais, c'est très amusant. Ah oui, donc là, j'ai vu, c'était Shanghai, Séoul, Hong Kong et Tokyo. Oui. Il y en a un que tu as préféré? De pays, peut-être, en termes de culture ou... C'est difficile parce que... En fait ce voyage m'a excessivement intéressée parce qu'à la différence d'un voyage où je m'en vais toute seule ou avec ma famille, on a l'habitude de tout préparer dans le voyage, c'est-à-dire qu'on prépare les billets d'avion, on prépare l'hôtel, l'endroit où on va dormir, où est-ce qu'on doit aller, les musées, les machins, les gna-gna. Quand on part pour le travail comme ça, on y va, on ne pense à rien. J'ai même pas d'argent en fait. Okay. Je suis trimballée d'un endroit à l'autre parce que là en plus évidemment là je travaillais donc j'allais dans des grands magasins où ils présentaient les produits, ensuite on m'amène au restaurant, je parle aux clients. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'étais vraiment avec les personnes dans chaque pays. Donc, j'ai pu connaître en fait leur mentalité au moment où ils sont en pleine tension, puisqu'ils vont présenter le projet. C'est-à-dire que j'arrivais, moi, la veille, donc ils étaient archi tendus, ils avaient très peu dormi, et l'échange est extraordinaire parce que j'avais jamais vécu ça. Donc, pour moi, c'est mes plus beaux voyages. Parce que j'avais l'impression de connaître mieux les gens comme jamais on peut les connaître dans un voyage où on demande son chemin dans la rue d'habitude, quoi. C'est vrai, non, c'est intéressant. Donc c'était vachement profond en fait. Okay. Alors je sais pas si mon langage va être bien ou pas, mais la question que je pose toujours à ce moment-là pour passer à la partie 2, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais? J'adore ce que je fais, mais c'est un bonheur de se lever le matin et de devoir dessiner quand même.
Donc de dessiner, de faire des petits Mickey, d'être drôle. En plus, après, j'ai tout de suite un retour quand je laisse un dessin sur Instagram. Les gens, je les fais rire. Il y a cette espèce de truc où, grâce à Insta, on a tout de suite un retour direct. Donc, c'est assez charmant et ça stimule. C'est vrai. Moi, mon petit aparté pour mon dessin préféré du L que tu avais partagé, c'était les habits de l'empereur. Ouais. C'est mon préféré. Enfin, je trouve ça très drôle. C'est un conte que j'adore, vraiment que j'adore, que je trouve hyper moderne parce qu'il va... C'est ce qu'il y a souvent, c'est des gens qui sont tellement gonflés par eux-mêmes et leurs prétentions qu'ils ne voient pas à quel point ils peuvent être ridicules. Et c'est un truc que je vois tout le temps et je me dis mais il le voit pas quand je vois une émission de télé qui est ratée ou quand tout d'un coup il y a voilà, et je me dis mais c'est tellement visible. Le malaise est... Oui, pour moi et je comprends pas que voilà. Mais là, c'est un enfant qui révèle la supercherie. Ouais. Et voilà, ça me fait marrer. L'enfant, toujours le regard. Oui, le regard, parce que lui est le seul qui ose le dire aussi, parce que dans ce conte-là, les autres, ils ont peur peut-être de se prendre un coup de bâton, un coup de fouet. Oui, bah, même c'est sûr. Ouais. Du coup, là, on a une petite transition sur ton inspiration et ton univers. Miam, 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 miam. Moi, j'avais noté déjà de ton quotidien, parce que t'es productif, t'as tous les jours ou presque, je crois, un compte, enfin, au moins un post sur Instagram, plus tout le reste qu'on voit pas forcément. Donc, comment est-ce que tu fais pour t'inspirer ? Où est-ce que tu te nourris ? On parlait de nourriture tout à l'heure. Où est-ce que tu te nourris pour produire autant ? Alors, Instagram, c'est particulier parce que c'est pas la même réflexion. Instagram, c'est faut que je fasse un dessin. Qu'est-ce que je pourrais pondre ? Et donc, j'ai la pression de qu'est-ce que je pourrais. Et donc, je vais parler peut-être de mon quotidien. Mais je vais tellement creuser dans mon rien. Parce que quelque part, je suis quand même dans mon bureau toute la journée. Donc, je fais pas grand-chose. Donc, il y a un côté un peu pathétique de chercher une idée même dans le fait de vider le lave-vaisselle, en fait. Voilà. C'est ce côté-là, Insta, il y a ce côté-là où je vais gratter quand j'ai pas d'idée, parce qu'après, je peux aller voir une expo et raconter une expo, il y a un truc à la télé, un truc au cinéma, machin. Mais quand t'as rien, t'as que ton truc où tu vas à la machine à café, à la machine à thé, faire pipi, bon, je l'ai déjà fait. Le soleil, il fait beau, je l'ai déjà fait. Le soleil est vraiment beau, voilà, tu as une espèce de truc répétitif. Et dans le truc répétitif où tu fais 10 posts sur le soleil, il faut se renouveler chaque fois, être drôle, voilà. Donc quelque part, c'est un challenge. Insta, pour moi, c'est même pas ma vitrine, parce que pour moi, c'est plus des gammes comme un musicien, en fait. D'accord. C'est pour rester à l'affût. Ouais, c'est ça, c'est comme un couteau de cuisine que t'affûtes. Ouais, que t'affûtes, parce que pour être... parce qu'au moment où un client va m'appeler, m'envoyer un texte, il faut que je sois hyper réactif. Parce que quand je parle pas des pages de fin du L, parce que là, j'ai plus de temps et je les prépare souvent à l'avance. Mais quand j'ai un dessin d'article, c'est pour le lendemain ou le surlendemain. Donc, il faut... que je trouve l'idée, et 2, après que je le réalise. Et du coup, j'avais vu, alors je sais plus, c'était cet été, je crois, où justement cette pression de quand même devoir fournir des illustrations sur Instagram, tu avais fait un post avec, ça commençait par une question de mais il poste plus rien, qu'est-ce qui devient ? Et tu avais expliqué justement, je suis en vacances déjà, et puis tu sens une pression quand même, une attente Sur un Insta, je peux avoir un message où quand je poste, enfin vous revenez, ça me manquait, j'espère que demain j'en aurai un nouveau. Bon, alors, ça pourrait glisser complètement, mais ça ne glisse pas. C'est-à-dire que les commentaires ne sont pas toujours bienveillants. C'est-à-dire que ça part d'un truc gentil, mais ça va. Moi, je vous demande pas, madame, tous les jours de me faire quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que quelque part, moi, quand je poste, je demande rien en retour. C'est-à-dire, je le fais gratuit. Comme ça, c'est gratuit. Voilà, je fais, tiens, c'est mon dessin, machin. Donc, quand j'ai j'aime pas... Alors, vraiment, Soledad, aujourd'hui, vraiment, votre dessin est très laid. Pourquoi prendre le temps de le dire, quoi. Oui, voilà. Pourquoi vous avez besoin de me le dire ? Je vous demande pas de laisser un commentaire, que ce soit positif ou négatif, soyons clairs.
Et donc, si par exemple je veux répondre à cette femme, elle va me dire ah bah vous aimez pas les critiques. Non. Et en fait, donc du coup tu réponds pas parce que tu rentres dans une espèce d'effet boule de neige où la personne en fait va devenir vraiment agressive. Et voilà, c'est particulier, voilà, parce que moi quand je fais Insta, c'est pas pour avoir 10 000 likes, tant mieux si un jour j'en ai, mais c'est plus pour moi-même en fait. Au départ, je le faisais pour un copain italien parce qu'il habite en Italie et qu'il ne voit pas mes dessins. Et donc, c'était une façon de partager avec lui mon travail. En image, voilà, ouais. Ah, c'est intéressant. Voilà. Comme avec mes filles qui habitent aux États-Unis, donc elles ne savent pas ce que je fais tous les jours. Donc, grâce à Instagram, elles voient ce que, voilà, sur quoi leur maman bosse. Voilà. Ah, bah, je de cette famille basque. L'appétence particulière pour le Pays basque? J'ai une maison là-bas et j'y vais souvent, donc j'adore. Je trouve que c'est une région qui est magnifique, que les Basques entretiennent pour qu'elle soit sublime. Les gens sont d'une extrême gentillesse. Je trouve ça beau, il pleut tout le temps, donc c'est vert. C'est un bonheur d'être là-bas pour moi. Tu fais du surf? Non, pas du tout. Non, je sais pas. Non, je suis une grosse patate. Parce que justement, dans l'épisode 2, j'étais à Bidart pour trouver Mâche, et on parlait de Parlementia, la grosse vague. Ouais, elle est magnifique. Non, je la regarde en sirotant un jus d'orange. Oui, moi non plus, j'irai pas dedans. Mais... D'accord. Du coup, moi, j'avais juste une dernière question sur cette partie d'inspiration univers. C'était comment est-ce que tu en es arrivé à ce personnage-là? C'est ton style, c'est ta marque, c'est ton style de dessin. Comment tu t'es dit, tiens, là, c'est bon, j'ai trouvé ce qui me correspondait? Je pense que quand j'ai travaillé pour le L sur le truc du courrier électronique et que j'ai trouvé ce personnage un peu poussé à l'extrême, c'est ça qui m'a plu en fait. J'aimais ce côté de la fille qui avait un regard sur elle-même, mais en se foutant de sa gueule en fait. Un peu snob, un peu parisienne à la con, mais toujours très élégante, trop élégante, mais pas vulgaire. Je sais pas, tout ça, c'était... je me suis dit, oh là là, je sais pas si j'ai découvert le personnage, mais en tout cas, je me suis dit, oh putain, le pied que je prends à dessiner ce truc-là. Okay. Paris, ça correspond. Il y a un truc qui me plaît de snob attitude un peu odieuse que j'adore dessiner. Ça ne me plaît pas du tout, j'ai envie de gifler les filles qui sont comme ça, mais j'adore le croquer et du coup ça me fait des phrases pertinentes, j'aime bien. Du coup ça me fait penser, elle va se finir cette partie, mais j'ai beaucoup aimé cet été, alors c'est mon ressenti en tant que public, tes histoires de jeunesse, de souvenirs de cet été, et c'est de l'inspiration en soi. Je trouve ça trop cool. Ce que alors tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que là je raconte vraiment un souvenir d'enfance, mais vraiment donc perso, un truc qui m'est arrivé avec mes frères, et les gens ont surliké, ça leur a rappelé plein de trucs, ils disaient qu'ils se reconnaissaient, que ça leur rappelait plein de souvenirs de leur enfance, et c'était très perturbant. Quoi, perturbant, je m'entends, mais c'est vrai, tu vois, parce que je n'arrive pas à voir comment, dans mes souvenirs d'enfance, eux, ils s'y retrouvent. Et voilà, en fait, je crois que c'est l'espèce de mélancolie qu'il peut y avoir dans le ton que j'emploie sur l'enfance et où ils s'y retrouvent, en fait, où ils retrouvent le truc où on est un peu tout seul quand on est gamin. Et, c'est ça. Voilà, et ouais. Puis la mémoire a peut-être modifié les choses, du coup, on se dit, c'est vrai que... Moi, c'est ça avec ton... grand frère, je crois, qui était tombé dans un ravin. Ouais. Bon, il ne va pas arriver la même chose, mais c'est vrai que le côté casse-cou et tout, avec mon frère, voilà, c'est drôle. Oui, le côté où tu t'en fous, tu tombes, puis après, c'est oublié, le lendemain, c'est oublié, quoi. Niam, 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 niam. Du coup, la troisième partie, c'est la technique, ta technique d'illustration. J'en parlais tout à l'heure en off, j'avais vu que tu faisais de l'aquarelle, merci. Et du Photoshop aussi, donc pour 2 styles différents. Est-ce que tu as... Déjà, comment ça fonctionne? Alors, ma technique, ça dépend. En fait, je peux très bien faire des dessins tout petits dans le texte que j'ai reçu, parce que souvent je les imprime quand je les lis. Et donc, je vais faire un petit crowbar pourri au crayon noir.
Et ensuite, je vais le peaufiner sur Photoshop. C'est-à-dire, je le scanne et je l'arrange et je fais d'un petit dessin ignoble en bas de page un truc pas mal pour le L avec des grandes filles qui ont des jambes de 2,50 m. Voilà. Photoshop, c'est dément parce que ça te permet de rendre parfait un dessin. Voilà. Plus Photoshop qu'Illustrator, du coup. Illustrator, c'est différent. Illustrator, je trouve que ça donne pas des graisses différentes dans le trait. Du grain un peu Ouais, tu vois, ton trait, il est toujours identique en fait. C'est une espèce de bande noire assez parfaite. Donc, quand j'utilise Illustrator, parce que parfois des clients réclament Illustrator parce qu'ils vont je sais pas, imprimer ton dessin sur un tube, énorme, ouais. voilà, ou un truc de 8 mètres de haut. Donc, je transforme mon dessin Photoshop en Illustrator. Donc là, je réussis à garder une différence de graisse dans le traité. Okay. Voilà. Donc, ouais, et puis surtout, pour moi, Photoshop, c'est le côté où tu bosses avec des calques. Donc, ce que je faisais avant à la main avec du papier calque, tout d'un coup, j'ai les calques sur Photoshop, en fait. Et donc, je refais, je superpose mes calques les uns sur les autres jusqu'à faire mon dernier dessin def parfait, en fait. Donc ça, j'adore. Ça te permet, à la différence d'un dessin, quand tu le fais sur un cahier où la tête, elle est 2 cm à gauche, ben, tout d'un coup, tu rends parfait tout de suite ton dessin, en fait. Et après, je dessine... ouais, je trouve souvent que mon dessin, vite fait, avec un feutre noir dans un cahier Moleskine, pour donner toute ma technique, parfois j'ai des dessins hyper réussis que je n'arriverai jamais à refaire. Voilà. Ça, c'est l'espèce de truc gestuel où tu as une expression. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire Gabi. Parce que je voulais retrouver c'est un truc qu'il y a vraiment chez les enfants où d'un coup de crayon, j'ai l'impression que j'arrive à dessiner l'émotion des gamins. Et du coup, je me suis dit, pour rajouter sur ce côté émotion, je vais le faire à l'aquarelle pour donner un plus mélancolie, un peu charmant, un peu suranné. Suranné, très joli mot. Est-ce que tu as des sujets interdits? Est-ce que ton style irait avec tout? Ou il y a des trucs, tu te dis, bah non. Oui, je suis incapable, par exemple, de faire un dessin vulgaire. Okay. Un truc, voilà, je vais être capable de dire bite, mais je vais pas faire un dessin de sexe, machin. Je vais dessiner un petit, comme on dessine les enfants, là, une espèce de truc vite fait, voilà, exactement comme un dessin de cours d'école, mais ça va pas aller plus loin. Voilà, je suis incapable de faire des trucs salaces, vulgaires, je peux pas. Ton public est peut-être plutôt enfant, enfin des enfants en fait, t'as eu des mineurs plus que adultes entre guillemets, enfin dans le sens, Avec le L, non. Oui. Avec le L, en fait, je touche tous les publics, mais c'est pas ça, c'est un truc, tout ce qui concerne le cul, je me dis que ça doit rester à la maison. Voilà, dans une chambre à coucher, où vous voulez, quoi. Mais en tout cas, voilà, pas le truc qu'on partage. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est ma vision perso. Hein. Oui, non, mais un tabou, du coup, de dessin. Donc, s'il y a des dessins de Soledad signés avec du cul, c'est pas elle. Si, parce que j'ai fait... j'ai dessiné le Kama Sutra, mais je te le montrerai tout à l'heure. Il est hyper soft. Voilà, on ne voit rien. Voilà. Après, imaginer, ça fait partie du truc aussi. Oui, mais voilà, le mien est hyper clean. Ok, j'ai même pas trouvé. Ok, parce que franchement, j'ai fait des recherches. Et j'allais dire, du coup, qu'est-ce qui t'a jamais illustré, donc a priori du sexe. Et est-ce que ça t'intéresserait de sortir du dessin? Parce que j'ai fait une interview avec Pierre Fuchs, et lui, il était vraiment en recherche de redonner du matériel, vraiment du palpable. Est-ce que de la sculpture, enfin, t'as de l'aquarelle, mais vraiment du volume? Non, pas du tout. Je suis pas du tout volume ou dessin animé. C'est pas du tout mon truc. Moi, j'adore le croquis. Okay. Vraiment le dessin de base, trouver le bon crayon. Quand tu as trouvé le feutre, tu en achètes 15. Et voilà, l'espèce de truc. Ouais, des stocks. Je sors de chez Sennelier ce matin où je me suis encore acheté des stylos alors que j'en ai déjà plein. C'est un truc absurde. Ce matin, je rangeais aussi mes tiroirs. J'ai des crayons à n'en plus finir. Voilà, je suis un peu une dingue de matos, de dessin. Voilà. J'ai eu un moment peinture à l'acrylique. Puis après, ça m'est passé. Voilà. C'est quoi, du coup, pour les gens qui nous écoutent, ton stylo fétiche?
La marque, Il s'appelle un carbone platinium. Et en fait, je mets des cartouches donc de Chine à l'intérieur. Ah, mais attends, c'était pas toi qui en avait perdu un ou qui Si, cherchait... voilà, voilà. Donc Sennelier, on a reçu. En fait, j'allais pour chercher des cartouches, et Sennelier, on a reçu, puisque l'usine était, je sais pas quoi, ils avaient des problèmes. Et donc j'en ai réacheté 2. Voilà. La fille qui avait 85 stylos. Voilà, alors qu'il n'y a pas du tout de raison qu'ils tombent en panne, mais au moins je les ai. Oui, puis si tu te sens à l'aise avec, c'est le principal. Enfin, Oui, mais bon, il n'y a pas de raison que j'en ai 8, tu vois. au cas où. Voilà, c'est ça. Pour la sérénité de l'esprit, pour être... Voilà. Non, je suis très dessin. J'adore le dessin papier. Voilà. Ah ouais, ok. Mon kiff, je le prends en dessinant, pas en faisant non, pas du tout, sculpture, Non, pâte à modeler, non, c'est pas du tout mon truc. Ok. Bah, du coup, là, on va partir sur la quatrième partie, les projets passés, présents, futurs, enfin... Niam niam niam, niam niam niam, niam 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 niam. J'avais marqué mai 2012 pour la première page hebdo dans Elle. Je crois, enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, mai 2012, non, oui, ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Je pensais que ça avait plus longtemps, 7 ans. Ah bah oui, c'est très logique, voilà. Merci Arthur. Oui. Comment c'est venu en fait En fait, Sophie Fontanelle en avait marre de faire le courrier électronique qu'elle faisait déjà depuis 12 ans. Et donc elle a arrêté. Et donc il y avait une page à remplir. Et donc j'ai proposé de faire des BD à Valérie Toragnan à l'époque, qui était la rédac chef. Et elle a trouvé ça super. Et j'adore parce que le seul truc qu'elle m'ait demandé, c'est d'être bienveillante. Pas trop de soucis. Enfin, Voilà. après, ce que je vois, Ouais, ça fait voilà. partie Non, du... mais je trouvais, voilà, elle a dit, bah, on peut pas être méchant dans le L, donc je peux pas me moquer, tu vois, ou m'acharner sur un sujet. Et, et c'est vrai que ça paraît anodin comme conseil, mais c'est un espèce de garde-fou, mais que j'ai de toute façon pour tous mes dessins. Mais j'y pense, voilà, c'est un truc qui était bien vu en fait, voilà. Et c'est vrai que ouais, la dernière page dans le L, c'est je pensais pas du tout que ça aurait ce succès-là, que les gens commencent par la dernière page. Ah ouais, cool. Que c'était, alors je sais plus si ça l'est actuellement, mais c'était la page la plus lue dans le L, parce que ils font toujours des tests de dingue, et que j'avais détrôné les pages cuisine, donc j'étais voilà. Sympa. Les recettes, voilà, on aime bien. Et voilà, maintenant c'est dur parce que ça fait 7 ans, donc j'essaye de me renouveler, de changer pour pas faire toujours la même chose, de faire des critiques, que ce soit d'expositions que j'ai vues, de bouquins avec Pascal Fray. Mon copain, mon auteur Hervé Éparvier m'écrit ses années 70 à lui. Voilà, donc j'essaye de diversifier pour que les gens ne se lassent pas en fait. Moi, la première. Hein. C'est ça, j'ai demandé comment est-ce que tu fais tes forces de proposition sur tout, ou on te donne des aides en fait, parce que bout d'un moment, pour trouver l'inspiration, il faut y aller. Non, je me démerde. C'est vrai. Voilà, je me débrouille, c'est à moi de trouver. Voilà, donc c'est pas facile. Bah oui. Voilà, parce que voilà, il faut... Parce qu'il faut un sujet auquel il faut avoir de quoi dire aussi. Oui, puis surtout que les questions de base, je les ai à peu près toutes faites, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher autre part, parce que tout d'un coup, j'allais pas me répéter et refaire plus ou moins les mêmes questions, ça n'avait aucun intérêt. Donc à part les ados, parce que c'est un sujet qui change, et puis ils évoluent, ils sont différents, donc ça c'est assez marrant, et puis ça fait toujours rire. Mais voilà. Les projets récents, il y en a toujours, parce que je fais toujours des bouquins pour les petits, mon public étant les 0-3 ans. Pourquoi les 0-3 ans, quoi ? Pourquoi cet âge-là me plaît plus que tout ? Parce que c'est un âge où tout est vierge, et on ne peut mettre que des bonnes graines, quoi. Moi c'est mon boulot, de mettre des bonnes graines pour qu'ils grandissent bien. J'ai vu que tu penses comme aux parents, c'était pour le livre des bruits. J'ai vu ça, ça m'a fait tilter, je trouve ça intéressant, c'est ça, le livre des bruits. Et je trouve ça, t'en parler, et justement le fait que tu pensais aussi aux parents qui lisaient l'histoire plusieurs fois, c'était quelque chose de... Bah oui, parce qu'en fait, on oublie qu'entre 0 et 5 ans, c'est les parents qui lisent les histoires.
Donc c'est un moment qui est hyper important, c'est un moment où on met son enfant en général au milieu sur ses genoux, au milieu de ses bras. Donc l'enfant est comme dans un petit cocon et on partage un truc hyper intense avec lui puisque c'est le moment de la lecture. Et si on met du ton, si l'histoire est drôle, là, le lien il va être encore plus fort. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui entend son papa ou sa maman rire en lisant une histoire, tout de suite il rit, c'est une communion, c'est vraiment un truc d'une intensité incroyable qui lui permet d'être heureux immédiatement. Donc si on y arrive, c'est waouh, c'est le plus beau jour pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est-à-dire que j'ai réussi vraiment mon métier, j'ai fait bon coup, quoi. C'est un truc de dingue. Donc je pense aussi, moi j'ai été une maman, maintenant mes filles sont super grandes, mais quand tu lis un livre mauvais et que tes enfants, en plus ton enfant aime bien aller te faire relire 100 fois un livre mauvais, c'est horrible. D'accord. Donc c'est vrai que moi j'y pense à ça et j'essaye souvent de faire rire aussi les parents. Je fais rire les enfants mais aussi les parents. C'est mon but dans la vie. Et je pense à ça là. Est-ce que tu avais déjà des livres quand toi tu avais tes filles jeunes et que tu lisais tes histoires ou pas? Non, elles étaient un peu grandes. Elles étaient un peu grandes, elles devaient déjà avoir 5-6 ans. Mais donc c'est pas la même chose. Mais je leur ai lu des livres formidables pour elles. Okay. Non, qui n'étaient pas de moi. C'est l'occasion, elles naissent, et du coup tu fais des livres spécialement. Non. Non, parce qu'en général, quand ils naissent, t'es un peu débordé. T'es un peu à la masse, en fait. Je me rends pas compte, moi, mais oui, j'imagine bien. Et est-ce que tu as des projets, justement, là, du coup, il sort en novembre, d'ici novembre, que tu veux une sortie de livre, un truc Alors, j'en ai plusieurs, en fait, de bouquins qui sortent. J'ai un livre pour enfants qui s'appelle C'est pas moi, et c'est tous les trucs des petits qui disent à chaque fois que c'est pas eux qui ont fait la bêtise. Et donc ça peut être le carreau qui est cassé, le gâteau qui a été fini, la cuisine dégueu, tout ça, quoi, tout ce que sont capables de faire les enfants. Donc c'est très rigolo et je pense que pour les enfants ainsi que pour les parents, à la lecture c'est amusant parce que c'est des bêtises. Bon, j'ai fait des bêtises évidemment avec Hervé Soft. Voilà. J'ai un autre livre qui sort qui s'appelle Garance, c'est comme ma petite sœur. Donc ça, c'est à l'aquarelle. Et en fait, je suis allée interviewer une petite fille de 9 ans qui m'a raconté ses vacances avec des amis de ses parents et ils ont une petite fille. Donc elle se retrouvait, elle, en vacances avec une petite fille de 2-3 ans. Et forcément, tu t'en occupes, ça te crée une amitié. Et donc, la petite devient comme sa petite sœur, parce qu'elle doit s'en occuper. Mais en même temps, elle la jalouse un peu parce que la petite, elle a le droit de manger avec les doigts. Elle fait des trucs qu'elle n'a pas le droit de faire. Tout d'un coup, elle s'arrête, elle enlève ses bottes, elle va marcher dans l'eau, tous les trucs, voilà. Et c'est en fait, ce que je trouvais vraiment amusant dans cette relation, c'est que la grande a une forme de jalousie de la petite où tout lui est permis exactement comme le petit dernier. Okay. Mais voilà, et donc ça faisait entendre ça faisait aussi entendre aux parents que parce que souvent les parents quand on est jaloux, quand on est plus grand, ils disent ah mais t'es vraiment jaloux, c'est ta petite sœur qu'on l'a protégée, ils sont hyper casse-pieds. Et là en fait je me rendais compte quand j'écoutais l'enfant que c'était pas systématique en fait des familles nombreuses, c'est juste une jalousie parce qu'il y en a une qui a le droit. Et pourquoi elle aurait le droit, parce qu'elle est petite, d'enlever ses bottes et d'aller marcher dans les flaques d'eau? Ben non, tout le monde a le droit, ou tout le monde est interdit. Et et je trouvais ça super intéressant parce que je permettais, grâce à cette histoire, à rentrer justement dans des familles nombreuses et de pouvoir ou calmer les enfants ou de pouvoir expliquer à leurs parents que ça n'arrivait pas que parce que c'était la petite sœur, mais que ça pouvait arriver avec une amie. Ça me fait penser, moi, à un podcast de Binge Audio, je crois, qui s'appelle Entre. Et justement, c'est un podcast où c'est une petite fille de 10-11 ans, justement, qu'elle est entre deux âges. Et je sais plus combien il y a d'épisodes, mais en gros, on a ses réflexions sur la vie, tu vois, genre... aujourd'hui je suis partie de l'école, je sais pas quoi, et elle raconte pourquoi, et des trucs comme ça. Enfin, peut-être que ça peut t'inspirer, je sais pas. D'accord. Je ferais ça quoi.
Mais comme l'excellente Esther de Riyad Satouf. Je connais pas. Tu connais pas? Non. En fait, Riyad Satouf a... Alors, je ne sais pas la part de réalité, mais en fait, il a commencé à 10 ans, je crois. Il a interviewé, ou en tout cas, c'est la fille de ses copains, et il dessine la vie d'Esther. D'accord. Je crois qu'elle s'appelle Esther. Oui, on va dire qu'elle s'appelle Esther. Et voilà, et c'est très très drôle. Voilà, donc elle décrit sa famille, son frère qui a l'air d'être vraiment un crétin, et son père un peu beauf et tout ça. Et donc c'est vraiment Esther à l'école, Esther dans sa maison, ses chanteurs préférés, voilà, sous le trait de Riyad Satouf. Donc c'est très drôle. Ok, bah, je regarde. De toute façon, il y aura tous les liens, tout ce qu'on parle, tous les liens seront dans la description. Okay. Voilà, donc ça c'est pour les petits. Et puis après, je sors en novembre un bouquin, un tome 2 de planches qui sont parues dans le L de résumés de livres. Okay. Donc c'est les grands classiques qui sont résumés en dessin. Donc quand on n'a pas envie de bouquiner un livre, ça aide parce que c'est comme le synopsis du bouquin. Ça permet de briller en société parce que du coup on peut avoir lu La recherche du temps perdu sans l'avoir lu. Et voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là c'est le tome 2 qui sort. Et j'ai un autre bouquin auquel je tiens énormément. C'est un livre sur la peinture qui s'appelle « Ceci n'est pas un tableau ». Okay. Et donc là il y a très peu de dessins de moi. En fait, j'ai pris des œuvres de peintres que j'aime ou que je n'aime pas forcément, mais j'aide les gens à rentrer dans un tableau parce qu'on ne sait pas toujours comment rentrer. Souvent, on est un peu effrayé ou on se tape tous les tableaux du Louvre sans comprendre pourquoi il faut les regarder. Et donc, moi, je suis plutôt partante tu peux faire tout le tour du Louvre, mais tu t'arrêtes uniquement devant un tableau, en tout cas, qui te parle. Et tu essayes à ce moment-là de comprendre pourquoi tu t'es arrêté devant, qu'est-ce qui t'a séduit, voilà. Et donc, je donne en fait des clés pour pouvoir comprendre un peu mieux un tableau. Et tes tableaux préférés, toi, c'est des tableaux à code où il faut comprendre justement les clés de lecture, ou c'est des tableaux où on peut rentrer directement, même sans culture d'artistique? Il y a de tout. Je peux adorer des potirons de Hayao Kusama, parce que je trouve ça hyper beau, hyper graphique et drôle, voilà. Et donc c'est vraiment un truc complètement instinctif. C'est de la sculpture graphique que je trouve absolument magnifique. Après, ouais, je peux être vraiment touchée devant un tableau d'Ingres, mais voilà, parce que je trouve ça beau. Et puis après, si je commence à le regarder, à gratter, forcément, je vais trouver en plus des techniques de peinture qui me touchent. Ah oui, voilà. Écho, du coup, ouais, voilà, par exemple, de regarder un tableau de Van Dyck de près et de loin, tu regardes juste la collerette. Et c'est un truc de dingue, voilà. De loin, t'as l'impression que c'est hyper chiadé, que c'est magnifique, c'est de la dentelle pure. Tu t'approches et c'est 3 coups de pinceau, donc ça rend dingue, voilà. Et c'est ce genre de truc, voilà, que j'aime bien découvrir. Et du coup, ça t'effraie plus d'aller au musée. Voilà, c'était mon but. Moi, je dois faire un peu peur aux vigiles des musées des fois, parce que j'aime bien regarder genre très près. Ouais. Pour voir les coups de pinceau, pour voir comment c'est fait. Mais oui, c'est pas... Tu fais sonner? Ça m'est déjà arrivé. Ah, c'est ça qui est drôle, c'est de faire sonner. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas fait exprès. C'était Fondation Louis Vuitton. Je sais plus ce que je regardais et... Bon, j'ai pas touché, mais il y a une petite barrière en bas là et j'ai dépassé. Ça fait ça. Elle est belle, la Fondation Louis Vuitton. Elle est belle à l'extérieur, elle est belle à l'intérieur. Et puis en général, ce qu'ils ont à l'intérieur est toujours top. Ouais. C'est une belle balade, quoi. Niam 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 niam. Alors nous revoilà du petit tiramisu. Qui était très bon. Okay. Merci Arthur. Du coup là on va aborder ta carte blanche, Soledad. De quoi voudrais-tu nous parler? J'aimerais bien te donner un conseil en fait en illustration, parce que souvent on me pose des questions sur Insta, on me laisse des messages ou on m'écrit des mails. Et souvent on me dit ouais mais comment on fait, est-ce que gna gna gna. D'abord le truc c'est de pas trop copier les dessins qui existent, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se copient d'illustrateur en illustrateur. Et en fait faut pas faire ça, parce que quand on a trouvé un style en illustration, on fait abstraction de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va faire des petites épaules, des très grandes jambes, une grosse tête, un nez, un petit trait, et qui ne ressemble pas à un corps humain. Okay.
Donc souvent, c'est un espèce de raccourci de notre vie, de la vision de l'illustrateur d'une personne. Et quand on copie ses défauts. Et donc, on copie qu'il ait fait des jambes raccourcies, un grand nez, un grand machin. Et donc, non. On apprend à dessiner d'après des photos, d'après des magazines, d'après des gens qu'on voit dans la rue. Et ouais, faites vachement attention à ça, parce que sinon, on s'abîme, en fait. On apprend les mauvaises choses. Voilà. Donc plutôt à partir d'une image brute que d'illustrations qui existent. Moi, je suis plus pour le croquis vivant. C'est-à-dire qu'on se met une terrasse de café et on dessine son voisin, une personne qui marche dans la rue, n'importe où. Vous asseyez, dans un grand magasin, quelqu'un qui va pas trop bouger, la vendeuse qui est derrière sa caisse, des gens au jardin qui sont assis, qui sont en train de bouquiner. À la plage, idéal la plage parce que c'est presque du croquis de nu. Les gens sont en maillot, allongés, on voit toutes les proportions, les muscles, tout. Donc c'est au moins on reproduit, on essaye de reproduire la réalité et on fait ses propres défauts. Ok. Tu as peut-être d'autres conseils à donner à des gens qui font l'illustration Franchement, le truc de pas copier, c'est pour moi ça c'est vraiment le truc le plus hyper important parce que on peut adorer le dessin de Pénélope Bagieux, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je vais pas essayer de la copier parce que sinon je vais faire tous mes personnages avec des grands yeux. Je prends cette caractéristique qui n'est pas forcément celle de Pénélope du coup, mais ou Margot avec ses grandes bouches, etc. Motin. Mais non, parce que sinon on copie les expressions que ressentent Pénélope et Margot. Et non, il faut que j'arrive à sortir mes propres expressions à moi. Donc ça, c'est le truc, de dessiner tout le temps. Et quand il y a un dessin qu'on aime bien et qu'on aimerait réussir à faire tout le temps, il faut passer par un stade qui est atroce, qui s'appelle besogneux. C'est-à-dire qu'il faut le reproduire à l'excès pour que on réussisse à avoir comme un tour de main. Comme Karate Kid, à force de faire le... Exactement, à force de nettoyer la voiture. On parle bien du premier Karate Kid, l'ancien. Et qui peint les palissades du vieux japonais. Eh bien oui, c'est de la même façon. Voilà. Il faut rentrer là-dedans pour que ça rentre et qu'après le geste devienne automatique et qu'on puisse refaire ce dessin alors qu'on avait fait un personnage, qu'on soit capable de faire une terrasse de café ou un dinosaure. Ça va être pratique dans des conventions, justement, au bout de peut-être le premier, ça va, t'es en forme, et plus le temps passe, tu dois quand même fatiguer au bout d'un moment, peut-être de faire ça en automatisme, ça devient... Non, ton dessin est meilleur en fait. Ah oui ? Ouais. Alors que le premier, tu trembles un peu parce que ton bras n'est pas encore, entre guillemets, chaud, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est vrai que il est encore un peu endormi. Alors que celui qui arrive vers le milieu fin, il est vachement bien. À la fin, t'es mort, mais tu ne t'en rends pas compte, mais t'es mort. En fait, c'est quand tout d'un coup la signature se termine que là, tu peux aller te coucher. Il y a des blessures de dessinateurs ? Peut-être. Des tendons, des trucs comme ça J'en connais pas. Voilà. Non, je pensais au tennis. Non, mais peut-être, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des souris elbow. Ouais, sur le côté, là, comme ça. Bah ouais, parce qu'à force de cliquer, de machin, mais moi j'ai pas ça, parce qu'en fait, comme je me sers d'un stylet, c'est comme un crayon, et je suis pas très crispée quand je dessine. Tout en relâchement. Voilà. Ok. Peut-être que tu as d'autres trucs à dire dans la carte blanche, je peux passer à des questions bonus, c'est toi qui vois. Non, c'est difficile de conseiller comme ça au micro des conseils de dessin. Déjà, il faut kiffer en fait, il faut surtout prendre du plaisir. J'ai peut-être une question du coup. Vas-y. Si tu devais t'adresser à... J'ai pas envie de faire adresse-toi à toi il y a 20 ans, 30 ans, un conseil et tout. Non, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans l'illustration et qui voudrait travailler pour elle et être la prochaine Soledad et prendre la place un jour si t'en as marre de faire tes pages de elle, comment tu la guiderais? Je sais pas comment on peut dire ça. En fait, c'est très compliqué parce que... c'est horrible. À mon époque, il n'y avait pas Internet. Et c'est vrai qu'Internet a énormément changé les choses. C'est que moi, à mon époque, on téléphonait et les gens vous répondaient et on pouvait aller présenter son dossier. Okay. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui,
tu envoies ton dossier par Internet, donc avant que le mec lise ton mail, voilà, et qu'il soit pas dans les indésirables. Donc, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. Voilà. Ok. Peut-être faire si on fait de l'édition, c'est ce que tu fais beaucoup, peut-être faire des salons de l'édition justement et aller voir des éditeurs directement. Oui, voilà, c'est aller voir les éditeurs. Maintenant, chez les éditeurs, il y a des comités de lecture. Donc, on peut envoyer ses dessins ou des textes. Et normalement, c'est lu et regardé. Normalement, ils doivent vous répondre, même si c'est une photocopie qui vous dit on n'est pas intéressé. Au moins, et normalement, ils doivent au moins vous répondre. Voilà, ça c'est une façon. Mais pour tout ce qui est magazine, je ne sais pas comment on réussit à atteindre la personne en fait. Alors ça m'a surpris, le comité de lecture, les dessins passent par eux aussi? Ouais, tu Autant peux. le texte, ouais, Bah mais- oui, parce que c'est tous les éditeurs qui vont regarder. Ça peut être un éditeur normalement est capable de juger le dessin comme le texte. Ah, j'avoue. Mm. Trop de... Après, ça dépend. Après, il y en a qui sont spécialisés que dans le texte et d'autres que dans le dessin, mais normalement, ils sont, en tout cas pour les bouquins pour enfants et jusqu'à jusqu'à tous les ados, tout ça, c'est quand même, en général, ils savent lire les deux. Et comment tu... Alors, ok, question perso, du coup, comment tu gères, comment tu jongles? Parce que là, tu as dit 3-4 bouquins qui vont sortir bientôt, tu as tes illustrations. Comment tu fais? Enfin, quel est le secret de ton emploi du temps? Je bosse tout le temps. Ouais. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment de vie à l'extérieur du travail, en fait. Lundi, vendredi et le week-end quand même ou Lundi, vraiment pas? lundi, vendredi. Pourquoi Du lundi au vendredi, tu travailles et tu t'accordes un week-end et... Non, je bosse le week-end. Non, je bosse un peu tout le temps. Je bosse le week-end, je bosse tard. Et puis un illustrateur, quand on cherche des idées, on bosse la nuit aussi. En fait, c'était terrible, quoi. Voilà. Pendant l'été, je sais pas, j'ai bossé tout le temps. Je me suis arrêtée juste quand mes filles étaient là pendant une semaine. Et puis après, voilà. Donc, c'est non-stop. Donc, voilà. Non, mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de choses, en fait. Okay. Ouais, mais c'est un besoin que tu ressens d'exprimer par le papier ou... Bah, je sais pas, quand j'ai une idée, je suis contente de la réaliser et qu'elle sorte. Ok. Voilà. Donc, mais j'essaye toujours que ce soit de qualité. J'essaye de pas bâcler et de faire ah ouais, je sors plein de trucs et c'est super. Non, voilà. À chaque fois que je sors un truc, j'en suis super contente et je suis contente de le voir, de le toucher. Mais ouais, il est sorti, voilà. Et là, par exemple, le livre de peinture, mais j'ai hâte de le voir. Il devait sortir normalement début septembre, mais comme l'impression n'a pas plu à la chef de fabrication, elle a changé d'imprimeur. Et donc, ça va avoir un mois de décalage. Donc déjà, juste ça qu'elle ait changé d'imprimeur, je trouve ça dingue pour la qualité du livre. Donc voilà, donc déjà, ça m'excite encore plus. Et voilà, c'est hyper branchant. Ok. Bah du coup, on va passer aux petites questions bonus que je pose. Vas-y, les questions. Niam, 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 niam. Ton mot préféré? Le mot rigolo et doit être un de mes mots préférés. Rigolo. J'aime bien. Rigolo. Il y a un côté très enfantin dans ce mot, et de toute façon, ouais, j'ai un côté un peu enfant dans la tête, mais en même temps, je sais pas, c'est sympa. Quelque chose de rigolo, c'est sympa. Rigolo. J'aime bien aussi. Est-ce que tu peux nous recommander, je sais pas si c'est le bon mot, mais recommander 3 artistes? Ouais, 3 artistes. Pas forcément l'illustration, ça peut vraiment être musique, cinéma, film, illustration, peinture, ce que tu veux. Illustration. Je dirais, allez regarder le compte Instagram de Grégoire Solotareff, Solotareff. Tous les jours, il met un dessin, il peint en direct. Et voilà, on peut aller de temps en temps regarder. Voilà, on va voir quelqu'un qui... C'est hyper énervant. Je le déteste. D'accord. Grégoire, je te déteste. Voilà, tellement le mec est doué, c'est hyper beau. Voilà, il doit donc avoir des milliers de petits dessins. Voilà. En peinture, si vous avez l'occasion de voir un jour une exposition de David Hockney, c'est magique. Pourquoi j'adore David Hockney, surtout ses peintures récentes, parce qu'on dirait de l'illustration en grand. Et je trouve ça magique.
Et puis il a une façon de peindre où on a l'impression qu'on est au milieu de sa peinture parce qu'il change les perspectives, hein, qui sont voilà. Donc c'est magnifique d'être devant un tableau et en fait d'être à l'intérieur. Okay. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais bon. Si. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais donc voilà. C'est difficile là comme ça de dire. Voilà, pour ceux qui aiment le graphisme, je leur conseille d'aller regarder un Saul Bass, Saulbass. Je mettrai tous les liens dans la description. Voilà, c'est un graphiste américain qui a fait notamment énormément d'affiches d'Hitchcock. Et voilà, j'adore le traiter parce que c'est un affichiste et c'est très simple et c'est hyper beau. Voilà. Très bien. Et alors là, c'est ma question favorite. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre la plus folle, étrange, cool, drôle avec quelqu'un de connu? Je réfléchis déjà si j'ai rencontré des gens connus. Bon, Pierre Hermé, par exemple. Oui, mais c'est pas. Ouais, mais c'est en fait, c'est comme c'est dans le travail, ça fait pas vraiment rencontre. Ah oui. Écoute, non, j'ai eu la chance de rencontrer Tommy Ungerer, qui est donc un illustrateur que j'aime profondément, que j'ai toujours aimé. J'ai grandi avec ses livres, j'ai ri, mais tellement ri avec La Bête de Monsieur Racine notamment. J'ai grandi moi avec, c'est-à-dire que mon père me les lisait. Ensuite, moi, je l'ai lu à mes filles. Et j'adore, voilà, tout le monde connaît évidemment Les Trois Brigands parce que ça c'est le livre le plus connu. Et voilà, et de rencontrer le monsieur il y a 2 ans au Salon du Livre, qui était vraiment un monsieur charmant, très drôle, très fin, toujours, alors qu'il avait 80, je sais plus combien, 9 ans ou 8 ans, je sais pas quel, voilà. Et il m'a dit un truc super mignon, il m'a dit qu'il aurait aimé me connaître plus jeune, parce qu'on serait vraiment devenus amis. Et voilà, donc je l'aime encore plus pour ça. Voilà. Une belle rencontre. Une belle rencontre, et voilà, j'étais super triste voilà, qu'ils disparaissent, mais je pense que voilà. Belle rencontre, et surtout voilà, un mec que tu admires, que tu as toujours admiré, c'est voilà, mon Dieu, parce que Tommy Ungerer, il arrive à écrire de bonnes histoires, les dessiner de façon magnifique, et en plus c'est un excellent graphisme, c'est-à-dire que voilà, donc pour moi il a les trois en même temps, c'est l'homme parfait quoi. Bon, bah... voilà. J'irai voir ça, parce que je connais pas, moi j'irai voir ça. Tu ne connais pas Tommy? Bah non. Bah du coup, est-ce que tu peux nous conseiller 2-3 livres que tu as lus dernièrement dans l'illustration, peu importe, enfin, ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai lu de bien? Qu'est-ce que j'ai vu de bien? Est-ce que j'ai acheté récemment des bouquins? Bah non, parce que j'étais pas là. Non, je pourrais vous conseiller un film au cinéma. Ah bah par exemple, oui. Bah, je peux conseiller... je suis allée... Alors évidemment, je l'ai vu très en retard, mais j'étais pas à Paris, j'avais vraiment envie de le voir à Paris, en VO et tout ça, et j'aime pas tellement aller au cinéma quand il fait beau dehors, en vacances en tout cas. Donc je suis allée voir Parasite, qui est le film qui a eu le Grand Prix à Cannes, ou le prix, ou la Palme, je sais plus. Ah, c'est le film coréen? Ouais. Ah, j'ai pas vu. Et voilà, donc en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai trouvé ça incroyable dans le scénario, parce qu'il y a un moment où on peut se dire ah tiens, c'est un peu toujours la même chose, et paf, il y a un rebondissement, et paf, il y en a un autre. Et voilà, c'est terrible, c'est absolument atroce. Ça fait mal au bide, mais c'est drôle et c'est formidable. Voilà, un film incroyable. Parasite. Voilà. Donc, allez au cinéma s'il y est encore. Voilà, j'arrive un peu tard, hein, parce qu'il est sorti déjà il y a 2 mois. Et puis il va sortir en novembre le podcast, donc voilà. Je sais pas s'il sera encore là. Du coup, bah, merci beaucoup Soledad d'avoir accepté de prendre du temps pour répondre à mes questions bizarres. Mais elles sont pas bizarres, écoute, non, j'étais ravie. Merci pour le tiramisu et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de 2 façons.
La première en vous abonnant à ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer Le Goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoûter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-6 goûter sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoûter.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien.